Bienvenue à tous. Violence au Capitole, vous l'avez compris, sans doute, mesdames, messieurs. Votre émission débat du jour vous convie à une escale, à une toute petite, aux États-Unis, mais sans s'éloigner du Bénin, 7 janvier. Une date désormais inoubliable pour la démocratie américaine. Une horde de partisans de Donald Trump en furie, armés pour les uns, ont pris d'assaut le Congrès américain. La prompte intervention de la police aura permis d'éviter le pire. Mais à l'arrivée, d'importants dégâts matériels. Les 5 pertes en vies humaines, dont un policier. Attaque contre des institutions démocratiques aux États-Unis. Quel parallèle possible établir avec le Bénin, pour ne pas dire l'Afrique. En tout cas, 100% Bénin, vous conduire au pays de l'oncle Sam pour ce qui s'apparentait bien à une attaque contre des institutions démocratiques. Le débat du jour, nous le ferons avec 2 sachants sur la démocratie américaine. Et déjà, en notre compagnie, Omar Haruna, ex-ambassadeur du Bénin aux États-Unis. Il est le vice-président de NCPA, structure chargée de la recherche approfondie et analyse de tous les aspects de la politique étrangère américaine et de son impact dans le monde. Omar Haruna, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Etondi. Et merci de répondre à cette invitation. Le plaisir est à moi. En face de vous, pour cet instant débat, le docteur Paul-Marie Ouessou. Il n'est vraiment plus à présenter. La démocratie, c'est aussi, comme on le dit, sa tasse de thé. Comment faire pour son enracinement en Afrique? C'est bien son combat au quotidien. Les États-Unis restent une vitrine pour, en tout cas, en termes d'inspiration. Voilà, l'enseignant, chercheur, théoricien de la gouvernance d'État a donc accepté de nous apporter son regard sur ce qui s'est joué au pays de l'oncle Sam. Docteur Paul-Marie Ouessou, bonjour à vous. Bonjour Joël et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Nous allons essayer d'apporter notre éclairage. Merci donc pour la disponibilité. Est-ce possible ce à quoi l'on a pu assister? Ils étaient nombreux, pensant vivre une histoire ou un film à la hollywoodienne, mais c'était une réalité. La capitale en feu, le pire aurait pu arriver, n'eût été cette prompte intervention. Nous allons d'abord nous retourner vers Omar Haruna. Comment avez-vous vécu cette journée euphorique du 7 janvier, Omar Haruna? Merci beaucoup, monsieur. Et puis, bonjour au docteur Ouessou. Effectivement, écoutez, je crois que la plupart des Américains et la plupart de ceux qui connaissent la politique américaine ont vécu l'événement avec beaucoup de sérénité, je dois le dire, et beaucoup de sérénité dans le sens où ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait entrevoir. On savait effectivement qu'il y avait des contestations, mais aux États-Unis, les contestations, ça fait partie même du processus démocratique. Ce qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas vu venir les derniers développements de la journée qui se sont, comment dirais-je, soldés par 4 ou 5 morts. Mais bon, pour revenir sur le contexte, il faut qu'on comprenne le contexte américain. Vous savez, il y a déjà un contexte sous-jacent qui est le contexte du changement démographique aux États-Unis, où la majorité qui est en passe de passer à une position de minorité. Et la minorité est en train de passer à une position de majorité. Je parle de la démographie en tant que telle. Moi, je parle de ce qu'on appelle ici les blacks et les browns, c'est-à-dire que les noirs et les moins noirs, mais pas les blancs. Donc, il y a ce changement de démographie qui fait que les blancs sont un peu nerveux. Et ça a commencé déjà par rapport à quand Obama a pris le pouvoir. Ça se continue. C'est sur ça que le président actuel, le président Trump, il est en train de surfer sur cette division-là. Et c'est ça qui crée ce qu'on appelle ici ce remue-ménage. Mais le fait est que, malgré ce qui s'est passé, ça a démontré la solidité
et l'importance des institutions. Alors, vous êtes en train là de nous faire, M. Omar Harouna, de nous faire la lecture au-delà des faits. On reviendra sur la lecture qu'on peut en faire de ces tissus qui n'étaient pas, en tout cas, gagnés d'avance forcément lorsqu'on suit de loin. Mais Paul-Marie Ouessou, la première question que je posais, c'est comment vous, de loin, vous avez vécu cette journée du 7 janvier? Bon, moi, j'ai vécu ça comme une logique. Et c'est une logique. Moi, j'ai vu ça venir. Et j'ai vu, depuis hier, des sénateurs, des congressmen, comme on les appelle là-bas, c'est-à-dire les députés, qui étaient choqués. Et ça me surprend qu'ils soient choqués, parce qu'eux-mêmes, ils ont soutenu la chose depuis, et quand la chose aboutit à la violence, maintenant, ils se trouvent choqués. Et j'ai vu quelqu'un qui était en première ligne de la défense de ce que Donald Trump revendiquait depuis les élections, qui a dit « j'en ai assez, j'ai essayé d'aider, mais maintenant j'en ai assez, je vais ne me compter plus dedans ». Donc c'est dire que quoi? Ils sont choqués parce que dans un premier temps, ils ont cru, comme moi je l'ai toujours dit, que la démocratie, le système politique qu'on appelle démocratie est tributaire des comportements humains. Et ils ont cru que l'Amérique est à un niveau où de telles choses ne pouvaient plus se passer en Amérique. Mais ils se sont réveillés à la réalité et ils ont constaté que, en fait, de comportement humain, l'Amérique n'est pas très avancée par rapport à d'autres nations comme les nôtres. C'est des comportements humains, c'est des problèmes de comportement humain, c'est tout. C'est des problèmes de comportement humain. Ce sont des comportements qu'on a tout de même de tout temps dénoncés. L'institution, d'abord la démocratie en elle-même a prévu toutes les règles possibles. Et ce qui est demandé à chacun, c'est le respect des règles que le peuple s'est librement données. Qu'aux États-Unis, qu'on arrive à voir des citoyens s'attaquer à des institutions comme cela s'est fait, beaucoup ont cru vivre un scénario à l'africaine. Et quand ça commence comme ça se termine toujours mal. Mais du côté des États-Unis, vraisemblablement, tout est rentré dans l'ordre. Alors, Omar Harouna, vous avez commencé un développement. Le pays aura été quand même invité, mais on va décrypter un peu la scène à laquelle on a pu avoir droit. Des gens qui étaient quand même armés, pour ce qu'on nous a dit, des gens qui en sont venus aux mains, assez de dégâts matériels, une scène quand même à l'africaine. Pas nécessairement. Vous savez, il y a quelque chose de fondamental aux États-Unis, oui, qui est la notion de la souveraineté du peuple. Et si tout ça s'est passé hier, c'est cette notion de la souveraineté du peuple, au fait, qui s'exprimait. Parce que, comment est-ce que vous... pour expliquer cela, moi, je crois que les gens, ils savent que le pouvoir leur appartient. Le pouvoir appartient au peuple. Ils sont souverains du pouvoir. Donc, quand ils ont pris cette démarche, ils sont partis vers l'Assemblée nationale. Et quand vous écoutez même ceux qui étaient dans la foule, ils disaient « c'est notre pouvoir, on va à l'Assemblée nationale, au bureau Parlement, pour reprendre possession de notre pouvoir ». Ce qui est bon, ce qui peut être aussi mauvais. On a vu jeudi ou bien mercredi, les travers de ce que pourrait être la souveraineté nationale. Mais ce n'est pas du tout inquiétant parce que ce que ça nous a montré aussi, comme je le disais tout à l'heure, ça nous a montré la solidité et l'importance des institutions démocratiques. Expliquez-vous. Dans une démocratie, les institutions sont les éléments qui soutiennent vraiment la démocratie. Et comme mon vis-à-vis le dit, le docteur Ouessou le dit, en plus des institutions, on a les hommes. Et les hommes qui supportent ces institutions doivent aussi avoir une certaine culture démocratique. Mais au-delà de ça, ils doivent avoir une certaine décence, un certain patriotisme qui transcende leurs intérêts personnels. Bon, vous voyez dans la situation où on était avec Trump. Voilà clairement, quand on parle de la notion du gouvernement aux États-Unis, on parle de trois notions. C'est-à-dire que le gouvernement aux États-Unis, c'est le législatif, c'est l'exécutif
et puis c'est le Parlement. Et le système, la Constitution fait qu'il y a cette rivalité, ou bien ce qu'ils appellent check and balance, qui fait que ces institutions se mettent garant de la liberté, de la démocratie vis-à-vis des dérapages des autres institutions. On a vu aux États-Unis en ce moment l'institution, l'exécutif, qui est en train d'être, qui s'est mise en une position de subversion du gouvernement. Et donc, les autres institutions, comme le Parlement et le juridique ou bien le judiciaire, sont en train de contrebalancer cette subversion. Et c'est ce qu'on a vu. Malgré le fait que les gens sont allés, ils ont quand même détruit les bureaux du Parlement. Vous avez vu que quelques heures après, les parlementaires sont repartis dans leur rôle et ont continué leur constitutionnel. Ça, c'est important. Moi, je ne veux pas qu'on s'arrête sur le fait qu'il y a eu des dégâts, mais il faut voir ce qui est arrivé après les dégâts. Et on peut faire ce parallèle-là avec nous au pays, au Bénin. Et si on retourne vers les événements de mai dernier, et ça, c'est important qu'on le dise. Dans les événements de mai dernier, il y a eu des morts. Mais la façon dont, vous avez vu, il y a eu des milliers de personnes au Parlement américain. On nous parle de 5 morts. 5 morts, un seul mort par balle, et les autres sont morts dans des conditions qui sont des conditions médicales. Peut-être des gens qui sont étouffés, des gens qui ont eu des malaises, donc que l'ambulance n'est pas venue les chercher. Ça veut dire quoi? Que les forces de l'ordre, malgré la pression, ont su rester humains et républicains. Et quand on va arriver à ces éléments, c'est-à-dire que cette approche du gouvernement dans nos pays, moi je crois qu'on en gagnerait plus. Merci, M. Arruda. Sur cet aspect, c'est important. Nous avons parlé de parallèles et c'est ce qui nous unit, pas forcément directement les États-Unis, les parallèles avec nos États. Nous sommes au Bénin. Oui, 2019, ce fut une année qu'on n'oubliera pas de sitôt non plus au Bénin. Il y a eu une élection, il y a eu des protestations, il y a eu l'intervention des forces de sécurité publique. Il y a eu des pertes en vies humaines. Et on veut comparer les parallèles. Est-ce qu'il y a vraiment des choses à comparer? Oui, et il y a des choses à comparer. Mais moi, je voudrais d'abord qu'on situe un peu la racine du problème. Parce que si on ne part pas de là, on ne peut pas comprendre... On ne définit pas la politique américaine, au fond, mais bon, ok. Pas qu'on va s'éterniser sur la politique américaine. Il faut qu'on parte du fait d'abord que ce que nous voyons aujourd'hui, la manifestation de cette violence-là, est du fait du président Trump, de son comportement, de tout ce qu'il a dit à ses militants depuis que les élections ont été lancées, les élections présidentielles ont été lancées aux États-Unis, que lui va gagner les élections, qu'il doit gagner les élections. Et si je m'en tiens seulement à ce qu'il a dit, il leur a dit le jour-là avant qu'il ne... Puisqu'il a organisé ce qu'on appelait le Save America March. OK? C'est Save America March. Pour lui, quand il parle America, pour lui, America is white. L'Amérique est blanche. Je ne sais pas si vous voyez. Et Save America March, c'est qu'il dit que Biden n'a pas gagné les élections. Et quand il dit que Biden n'a pas gagné les élections, il fait des décomptes. Il dit que lui, il a gagné, il a jusqu'à 75 millions de voix. Et que Biden, qu'on lui avait dit avant les élections que s'il avait juste 66 millions, personne ne peut le battre. Mais il en a jusqu'à 75. Et que qui peut dire que Biden a eu 80 millions de voix, puisque c'est ça que le président Biden, le président élu Biden a. Mais vous voyez, il fait les décomptes pour lui sur la même base
que les décomptes qu'il refuse à l'autre. Et si nous faisons le parallèle, nous venons chez nous. Vous allez constater que depuis un certain temps chez nous, on a 2 dictionnaires. On a 2 dictionnaires. Et chez les politiques, et chez les supporters ou les partisans de tel camp ou de tel autre camp. Aujourd'hui, dans notre pays, le mot exil ne veut pas dire la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Le mot exil ne veut pas dire la même chose. Le mot démocratie ne veut pas dire la même chose. C'est-à-dire, selon qu'on soit d'un camp ou de l'autre, on ne dit plus la même chose. Et donc, quand on en arrive à cela, et que lorsque moi je dis démocratie, je comprends la chose selon moi, ce qui est de mon intérêt, et je défends cela, alors on finit par arriver à la confrontation, à l'affrontement. C'est ça. Parce que, en fait, le président Trump il est passé par plusieurs étapes pour contester les élections. D'abord la justice. Et il a été débouté sur toute la ligne par même des juges que lui-même il a nommés. Il a été débouté sur toute la ligne. Il y a un intérêt pour le Bénin sur ce plan-là? Oui, mais il y a un intérêt, justement, parce que chez nous, ici, vous voyez à peu près, nous avons une décision de justice récemment. On nous dit que la Cour constitutionnelle est incompétente pour juger de la question de remettre en cause les décisions du Parlement. Vous voyez, on est encore en train de rentrer dans ce ping-pong-là qu'on a connu en 2019, qui a abouti à l'élection bâclée, ou l'élection complètement nulle que nous avons eue en 2019, et qui a conduit à la violence que nous avons eue. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est les comportements des humains, de ceux qui ont la charge de l'exercice de l'autorité. C'est leur comportement qui finit par déborder dans la rue. Donc, Trump aurait eu d'autres attitudes qu'on n'aura pas forcément. La scène du 7 janvier au Capitole. Mais écoutez, Trump emploie les radios. Et même Fox News, qui était qui est pro-Trump et qui le soutenait dans toutes choses, Trump aujourd'hui appelle ses partisans. C'est-à-dire ces 74 millions de partisans qui ont voté pour lui aux élections présidentielles à ne plus suivre Fox News. Parce qu'il dit que Fox News, effectivement, parce que Fox News avait donné l'État d'Arizona à Biden à un moment donné dans le processus où lui, il revendiquait déjà cet État. Donc la justice, pour vous, a fort à apprendre de la situation qui s'est produite aux États-Unis. Oui, bien sûr, puisque le président, le président Biden a pris la parole hier. Et ce qu'il a dit, mais si vous voulez voir la beauté de la démocratie américaine, eh bien, regardez sa justice. Et il faut que les nôtres aussi fassent de sorte que nous puissions dire que notre démocratie, elle est belle. Elle est belle parce que sa justice, elle est belle. Monsieur Harouna, oui, justice interpellée, professionnels des médias interpellés, des parallèles que vous pensez aussi pertinents à faire? Oui, vous savez, c'est ça aussi même l'essence de la justice ici aux États-Unis. Par exemple, la justice, ce qu'on appelle le Attorney General, qui est le ministre de la Justice, techniquement, quand il est nommé par le président, il représente le peuple. Ce n'est pas le ministre du président. Et là, vous avez vu, hier, quand Biden il a proposé son ministre de la Justice, son attorney général, il a clairement dit, je t'ai proposé, tu n'es pas mon attorney général, tu n'es pas mon ministre de la Justice, mais tu es le ministre de la Justice de la République. Ce qui, parallèlement et paradoxalement, à ce qui se passe chez nous, par exemple, le président de la République, quand il est venu, il a nommé des avocats personnels à cette position-là. Donc, c'est-à-dire que, et c'est ce que aussi Trump a voulu faire, ou bien a fait avec le ministre de la Justice, Barr, ou d'abord le premier ministre qu'il a nommé, qui est, qui était un ancien du Sénat. Le monsieur a voulu prendre cette attitude séculaire, qui est le
le ministre de la Justice, c'est le ministre de la Justice de la République, de l'État fédéral, donc pas le ministre de la, du président. Et qu'est-ce qui s'est passé? Trump l'a sorti. Et Trump l'a sorti, a pris quelqu'un qui il savait que cette personne allait faire de lui son ministre à lui. Et Trump a toujours eu ce langage-là, il dit, mais comment se fait-il que moi, mon ministre de la Justice, ne me défend pas? Donc, tu vois, il y a ce rôle qu'il faut prendre en compte aussi, c'est-à-dire qu'au niveau de la justice, c'est comme ça que la justice peut être indépendante dans nos pays. Et même au-delà même de ça, on va parler d'une notion américaine qui est importante et qu'on peut trouver un parallèle au Bénin. C'est la notion de l'exceptionnalisme américain. C'est-à-dire que quoi? Cette notion qui revient de la Révolution américaine dit que nous, Américains, on est intrinsèquement différents des autres dans la manière d'agir vis-à-vis de la liberté, de l'égalité et de la justice. Et que on doit être mieux que les autres, pour paraphraser cela. Et que c'est comme ça qu'on doit voir ça autour du monde. Cette notion, nous avons une notion relativement comparable au Bénin. Si on s'y appliquait ça, c'est la notion du consensus élevé à valeur constitutionnelle. Et ces notions, on aurait pu les cultiver, les élever, qui fera de notre pays, par exemple, des exceptions. Et il y a aussi une notion, c'est-à-dire que nous avons été les précurseurs de la démocratie en Afrique par les conférences nationales. Ça, c'est des notions qui sont propres à nous, qu'on aurait pu cultiver pour renforcer notre démocratie. Donc, c'est comme ça que moi, je vois les parallèles. Et bon, il y a aussi une notion qui n'est pas la meilleure, mais qui caractérise aussi nos deux dirigeants. Par exemple, Trump, on sait que son approche du pouvoir est ce qu'on appelle transactionnelle. Et ça vient du fait qu'il est, comment dirais-je, il vient du milieu des affaires. C'est-à-dire qu'il est toujours dans les quiproquos. Ou bien, voilà, je te nomme, voilà ce que je veux faire de toi. Si tu ne le fais pas, tu t'en vas. Donc, ce n'est plus l'État qui est en question. Et je crois qu'on remarque cette notion aussi plus ou moins chez nous au Bénin, où à la tête de l'État, tout le monde se soumet au président de la République. Il n'y a pas une indépendance de pensée, une indépendance d'action qui soutient, comment dirais-je, la démocratie ou bien le pouvoir même républicain. La soumission et l'obéissance intégrale à la hiérarchie qui peut amener à oublier les engagements qu'on a pu prendre vis-à-vis de la République. Qu'est-ce qui peut permettre à un Africain, ou dans le cas d'espèce, à un Béninois, de pouvoir rester ferme par rapport à ce pourquoi il a été nommé ou positionné? Oui, d'abord, je pense qu'il y a un partisan du président de la République que vous avez reçu dans 2 ou 3 émissions récemment, qui disait que personne ne se cache derrière le président pour justifier ses mauvais actes. Il en répondra demain. Monsieur Georges Anagono, je crois. Voilà, et tout le monde répondra demain. Demain, ce n'est pas le président de la République à ses fautes. On les lui reconnaîtra, mais on reconnaîtra aussi sa mérite. Et chacun devra répondre demain, parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes entrés dans une transition. Les 5 ans qui vont commencer à partir de l'élection de 2021, là, c'est une nouvelle ère politique au Bénin. Et nous, en tout cas, nous qui pouvons éclairer l'opinion, nous allons continuer de travailler pour que quiconque pose des actes aujourd'hui réponde demain. Parce que vous voyez, la plupart des politiciens qui agissent et qui ont des comportements qui nous conduisent vers des situations où on doit sortir les armes, on doit sortir, parce qu'on n'a pas besoin des armes pour faire une élection. On n'en avait jamais eu dans notre pays pour faire une élection. C'est sous Yahi Boni que cette histoire a commencé. Et nous avons maintenant, nous faisons maintenant une habitude. Donc, moi, je voudrais dire à tous ceux qui posent de petits actes, qui finissent par créer cette situation où les armes doivent sortir avant qu'on ne fasse ceci ou faire cela, et que les armes tuent des innocents, qu'ils répondront demain. Ils répondront, nous dirons à nos enfants, regardez, dès que la situation s'est produite en Amérique hier, vous écoutez la presse,
qu'est-ce que nos parents vont, qu'est-ce que nos enfants vont penser. C'est pourquoi la ministre, la secrétaire, enfin, c'est la ministre de l'Éducation, a démissionné. Elle a démissionné parce que les gens commençaient à se poser la question, comment nous allons pouvoir expliquer ça à nos enfants? Et tout de suite, on a commencé à penser à un programme spécial pour expliquer aux enfants ce qui s'est passé. Vous voyez à peu près? Vous voyez comment les gens là, ils prennent au sérieux, disons, les événements qui se passent, mais qui parle encore des événements qui se sont passés ici en 2019, si ce n'est que pour chacun tirer le voile de son côté, c'est lui qui a fait, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui n'ai pas fait. Nous, on n'a pas... Écoutez, la fonction que les gens exercent, la fonction politique, c'est au-dessus de la hiérarchie. Justement, vous avez dit, comment faire pour qu'on ne se soumette pas à la hiérarchie? Au-dessus de la personne physique du président que nous voyons, c'est le peuple. Donc, c'est le peuple. Chaque élu ou responsable doit penser le peuple dans les actes et non le contraire. Y compris le président de la République. Parce qu'il a une autorité qui lui a été conférée par le peuple. Et ça, le peuple, il ne peut pas l'exercer. Mais vous voyez des gens venir ici et parler comme si tout s'arrête au président de la République, tout s'arrête aux fonctions qu'eux, ils exercent ou bien qu'ils vont faire chose là. C'est le peuple. Parce que après tout, le président, écoutez, le président Kérékou, il est où aujourd'hui? Mais vous voyez ce qu'on fait après lui. Après tout, le président Soglo, il est où aujourd'hui? Mais vous voyez, même de son vivant déjà, ce qu'on fait de lui. Le président Yaïboni, il est où aujourd'hui? Mais vous voyez des choses. Donc le peuple, lui, il est éternel, je l'ai déjà dit une fois ici, le peuple, lui, il est éternel, et les rancœurs que vous faites, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est juste un petit instant de ne pas faire ce qu'on doit faire, et on a basculé tous dans une situation. Quand Bédier prenait des lois pour interdire que ceci, on lui disait c'est pas bon, et il s'est entêté. Mais qui est-ce qui subit les contre-coups aujourd'hui? C'est encore lui. Donc moi, je veux en appeler, parce que nous, on a des enfants. Moi, j'en ai beaucoup, d'autres en ont beaucoup. Nous avons tous des enfants. Et nous ne voulons pas que nos enfants commencent à prendre la natte, les marmites et quoi, se mettre en route sur une route pour aller vers une destination inconnue. Nous ne voulons pas du tout de ça. L'année 2021 est une année où chaque politicien doit rentrer en lui-même. Et ceux qui ont commis des erreurs n'ont qu'à faire le mea culpa et dire cette année, je vais vraiment tout faire pour rattraper. Oui, monsieur Aruna, politique, vous êtes aussi, mais dites, est-ce que le politique doit se sentir prioritairement interpellé au regard de la situation de la scène que les États-Unis ont donnée au monde entier? Oui, je crois que le politique doit se regarder la scène et se remettre en question chez nous au Bénin. Vous savez, le docteur Ouessou a parlé de la notion de la responsabilité citoyenne. Et la responsabilité citoyenne, c'est la défense des institutions. Dans une démocratie, c'est comme ça que ça se passe. Le citoyen est responsable. Quand je parle du citoyen, je ne parle pas seulement du citoyen qui est en dehors du pouvoir. Je parle du citoyen qui est aussi à l'intérieur du pouvoir. Sa responsabilité, c'est de défendre ces institutions de démocratie-là. Puis, revenir aussi sur un parallèle qui est très important. Vous avez vu, quand cette histoire s'est passée au Congrès américain et qu'il y a eu un mort, quand les parlementaires sont repartis, tout de suite, il y a eu des démissions. Il y a le chef de la police du Capitole qui a démissionné, il y a son supérieur qui a démissionné. Donc, ça veut dire que automatiquement les gens se sentent concernés. Au-delà de ça, on a parlé de ministres qui ont démissionné. Alors, au Parlement, le soir-là même, les gens qui étaient des supporters, comme il a dit, Lindsey Graham, qui est le sénateur de la Caroline du Sud, qui était un supporter ardent, un ami et un défenseur de Trump au Parlement, a clairement dit « c'est ici que moi, mon bus s'arrête. Je sors du bus ». Ce que vous voyez, donc, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité
personnel des politiques qui est engagé dans des situations comme ça. Par exemple, quand on voit les événements de mai 2019 au Bénin, jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas dit officiellement le nombre de morts. Par contre, que quelques heures après les événements du Capitol Hill, on savait combien de morts exactement et comment est-ce qu'ils ont été tués. Bon, et au-delà même de ça, de ces morts-là, il n'y a pas de dénonciation, il n'y a même pas de démission. C'est-à-dire que quand vous êtes le chef de l'armée, par exemple, et que vos gens sont allés tirer dans une foule, la première des choses, c'est de dire, écoute, le bus s'arrête à mon niveau, je démissionne, je prends mes responsabilités. C'est comme ça qu'on construit un État. Et puis vous voyez jusqu'aujourd'hui, les ministres certains ministres sont démissionnés, mais malgré ça, qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent qu'il faut que la responsabilité aille jusqu'à Trump. Aujourd'hui, on est en train de parler du président qui démissionne, malgré qu'il reste seulement que 13 jours dans son mandat. Les gens disent non, que c'est important qu'il démissionne pour montrer que la faute est sa responsabilité. Et que s'il ne veut pas démissionner, qu'on va encore l'impeach, c'est-à-dire qu'on va le passer au jugement au Congrès. Malgré, on aurait pu dire, écoutez, on attend 13 jours, il va partir. Mais, donc c'est une question de bon sens, mais de responsabilité. Et l'implication du citoyen dans les affaires de l'État, c'est comme ça que ça se manifeste. Et le citoyen, ce n'est pas seulement celui qui ne gouverne pas, parce que le citoyen principal, c'est ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui gouvernent. Alors, est-ce que, quand on fait un peu ces comparaisons, et on voudrait bien avoir les mêmes réactions, ce n'est pas trop demandé aux peuples africains, aux peuples béninois, pour rester au cas spécifique du Bénin? Oui, mais on doit leur demander. On doit leur demander. Il faut que ça s'arrête. Je l'expliquais dans l'émission précédente, qu'on nous plafonne quelque part et on vous dit, vous devez avoir des comportements de pays sous-développés. Et nous aussi, on accepte ça et on veut avoir des... Démissionner n'est pas une culture qui est blanche. Démissionner, c'est reconnaître que les valeurs que je représente ne sont plus les valeurs qui sont, qui sont mises en action par celui qui nous représente. Et qu'à partir de cet instant, il faut que moi, alors, je m'écarte. Et c'est d'ailleurs cette cascade de démissions qui a précipité la vidéo où le président Trump est venu maintenant dire que oui, il y aura une passation pacifique du pouvoir le 20. Sinon, jusque-là, il a refusé. Monsieur Paul-Marie Ouessou, vous êtes vraiment conséquent quand vous le dites. Je sais que vous êtes de la masse, vous êtes en contact permanent avec les étudiants, mais vous entendez aussi le mot presque consacré par ici. L'indigent ne doit pas refuser. L'indigent ne sait pas dire non. Oui. Voilà. On ne peut pas être pauvre et démissionner. C'est une aberration. Je vais te donner une histoire. Alors, est-ce que vous n'êtes pas dans l'utopie en disant il faut que les Béninois en arrivent là? Non, ce n'est pas de l'utopie. Soyons sérieux. Vous savez, ce qui construit les nations, oui, c'est des hommes. Entre-temps, c'était des hommes courageux, vaillants, guerriers. C'était des Amazons sous Béhanzin, n'est-ce pas? C'était ça qui construisait les nations. Mais à notre époque, c'est des hommes qui tiennent à des valeurs et qui poursuivent ces valeurs-là et qui font de sorte que ces valeurs-là prévalent sur la société. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si nous devons... Moi personnellement, par exemple, j'ai été interpellé par, comment dirais-je, une famille, une personne proche de moi, de ma famille, qui m'a dit le dimanche dernier, écoutez, mais écoute, il faut plus aller à la télé là. Sinon, vraiment, ce qui se passe là, si tu auras des problèmes. J'ai dit non, il ne faut pas dire ça. Si vous me dites de ne pas aller à la télé, c'est comme dire à un maçon de ne pas aller sur un chantier. Parce que moi, tout ce que j'ai appris dans ma vie, c'est de parler de la gouvernance. C'est ça que c'est
à la finalité de mes études, c'est ça que j'ai fait. Et c'est ce que je fais tous les jours maintenant, faire de la recherche dans la gouvernance. Alors si vous me dites ne pas aller à la télé, c'est comme dire à mon coiffeur, eh bien, tu ne vas plus tenir le peigne, tout ce que tu utilises là pour... C'est comme dire à la vendeuse de pagne, eh bien, tu ne peux plus t'asseoir pour vendre le pagne. C'est un peu cela. Moi, je lui ai dit de se calmer et de faire face à tout ce qui va arriver. Il n'y a pas de problème, on va y aller. Mais ce qui est important, c'est qu'elle me dit tout de suite, et c'est pour cela que je vous rejoins un peu, elle me dit tout de suite que, il ne faut pas... Emmanuel opposition, mais on met. Ou à non opposition, mais... Pour nos téléspectateurs. Et je lui ai dit, moi, de ne pas faire l'opposition, parce que le pauvre ne fait pas l'opposition. Et moi, j'ai dit, mais écoute, moi, je ne fais pas de la politique. Je suis un observateur de la politique. Et moi, le travail que j'ai fait, c'est de pouvoir parler de la politique. Vous êtes contributeur. Voilà. Mais ce que la dame a semblé ressortir, j'imagine que vous comprenez aussi, le problème, ce n'est pas forcément fait de l'opposition ou de la mouvance, mais en Afrique, de plus en plus, et on entend des gens dire, pour peu que vous avez un regard critique, on vous traite d'opposant et ça lui les ennuis pour vous. Alors, lorsqu'il y a des concepts comme ceux-là, est-ce que défendre ce qui est éthique est vraiment aisé à faire? Ce n'est pas aisé, mais il faut le faire. Il faut le faire. Si le Christ n'est pas mort, il n'y aurait pas de rédemption pour les hommes. Si des choses ne se sont pas passées, il n'y aurait pas la construction dont nous parlons là. Si des hommes ne se lèvent pas pour dire non, vous voyez, comme je vous l'ai dit, Trump, il s'est rétracté, il a commencé à parler un langage et maintenant, we need healing. Il a dit ça hier, healing. Lui, Trump parlait de healing. Et vous imaginez pendant... On a besoin de réconciliation, de guérison. Lui, pendant 4 ans, n'a fait que faire de la division. Alors, mais merci, vous permettez, écoutez, rapidement, M. Aruna, oui, mais si vous me permettez de le dire, mais c'est que c'est très important de constater que les politiques, et c'est ça le drame chez eux, c'est que c'est quand ils ont fini de créer le dégât qu'ils commencent à tenir ces langages-là. De guérison, de réconciliation. C'est ce qu'il a dit hier. Mais pourquoi, depuis qu'on lui dit qu'il a perdu les élections, il ne pouvait pas simplement dire, OK, même si je ne veux pas reconnaître que j'ai perdu, OK, il n'y a pas de problème, je vais passer le pouvoir, ça s'arrête là. Pourquoi il ne pouvait pas le faire? Et c'est quand il y a eu des dégâts maintenant, et que tout le monde dit maintenant qu'on va le prendre en charge lui-même, que maintenant il vient nous dire qu'il faut de la guérison. Donc il faut que les politiques, qu'ils sachent que c'est en amont qu'il faut régler les problèmes, ce n'est pas en aval. Parce qu'en aval c'est trop tard, il y a eu des pertes en vies humaines et il faut payer pour ça. Parallèle avec le Bénin, c'est le thème qui nous réunit, chers téléspectateurs, pour vous qui venez de nous rejoindre. Alors Omar Aruna, le Bénin a-t-il en urgence à travailler pour anticiper d'éventuels quiproquos ou on peut continuer la marche? Non, je crois qu'il faut qu'on fasse un retour sur nous-mêmes. Vous savez, on ne peut pas continuer dans cet élan-là. Ça, c'est clair. Mais pour revenir un peu sur la question que le docteur était en train de soulever, c'est la question de la boussole du politique. Je crois qu'on a perdu cette boussole morale. Le politique, généralement, au Bénin, a perdu cette boussole morale. Quand on est politique, on est au service du peuple. Et quand on est au service du peuple, il faut, à un moment donné, s'arrêter pour savoir si celui qu'on sert, on le sert bien, ou bien on le sert en fonction de ce qu'il espère de vous. Et c'est ce que le docteur Rousseau dit par rapport... Parce que les gens vous disent, non, il ne faut pas être de l'opposition. Mais vous savez, le problème des tyrannies, qu'est-ce qui vraiment crée les tyrannies? C'est les volontaires qui, même avant d'avoir écouté le chef, qu'ils supposent être tyrannique, prennent des actes et agissent dans la pensée qu'ils croient que le chef a. C'est ça qui crée les tyrannies. Et c'est ça qui met le lit à la démocratie. Parce que le moment où le chef voit que vous êtes en train de prendre des actions et que lui, vous devez être son point de repère, parce qu'il est le chef, et vous devez être son point de repère, et il vous voit que ce qu'il est en train de penser, même s'il n'arrive pas à l'exécuter, vous êtes en train d'anticiper dessus et l'exécuter.
Alors, pour faire dans du concret, Monsieur Aruna, pour faire dans du concret, prorogation du mandat du chef de l'État, parrainage, deux sujets qui divisent actuellement les Béninois. La Sénat vient d'annoncer qu'à partir du 12, eh bien, les listes pour le parrainage doivent être rendues publiques et disponibles. Avez-vous des suggestions éventuelles à faire? Non, mais on doit balayer cette histoire de parrainage-là, parce que déjà, même l'essence de la démocratie, c'est comme si on vous dit le peuple doit élire ses représentants, mais vous prenez un substrat du peuple que vous avez sélectionné pour leur demander d'aller sélectionner le représentant du peuple. C'est une incongruité. Et je crois que c'est de là que le président de la Cour constitutionnelle, il se rend compte de cette incongruité-là. Mais aussi, il ne prend pas ses responsabilités. Non, le parrainage n'a aucun sens dans une démocratie, dans le contexte béninois. Parce que pour qu'il y ait un parrainage, il faut que l'ensemble de la classe politique puisse avoir la voix au chapitre pour définir les thèmes du parrainage. Donc, moi, je trouve qu'on va exactement dans le décor avec ces élections si elles sont, et ça se passe de cette manière-là. Et notre problème, c'est qu'on n'a pas l'avantage de la force des institutions telles qu'on le voit ici, par exemple, aux États-Unis, pour pallier au pire. Donc, il faut qu'on s'arrête. Donc, fort à faire. Quand on vous suit. Oui, je disais, quand on vous suit, le Bénin a fort à faire, monsieur Paul-Marie. Oui, le Bénin a fort à faire parce que, comme je le dis, il y a maintenant 2 dictionnaires au Bénin. Et 2 dictionnaires, chaque camp politique a un dictionnaire. Les mots, le même mot. Démocratie ne veut pas dire la même chose dans l'autre dictionnaire. Qui pour éviter que ça se poursuive dans cette direction? Non, mais c'est ça logique qui est que maintenant on a 45 jours en plus. Vous voyez à peu près? C'est ça, c'est la même logique. Et c'est ça qui est le problème. Comment faire pour arrêter la saignée? Comment faire pour arrêter la saignée? Chacun doit retrouver l'esprit bénin. L'esprit bénin, c'est un esprit extraordinaire. Je l'ai dit à un grand frère qui est aux États-Unis hier, puisque dès les événements, il m'a écrit pour savoir, pour recueillir mon avis. Je lui ai dit, écoute, le Bénin a quelque chose de particulier. Et que je sais que cette chose de particulier va s'exprimer à un moment donné. Et quand ça ne va pas s'exprimer au niveau des politiques, moi j'en appelle à la population, sortez massivement. Ils sont en train de demander de venir de s'inscrire, prendre les cartes, aller prendre les cartes. Les partis politiques de l'opposition, c'est ça leur problème. Au lieu d'aller demander aux électeurs d'aller prendre les cartes et de se préparer pour les élections tout en faisant les combats politiques qu'ils font, non, ils sont là, personne n'est informé, on ne sait même pas si on distribue des cartes. Moi je crois que les populations n'ont qu'à aller chercher les cartes et massivement voter. Parce que quand le vote va dans un sens, massivement, il est impossible de truquer. Il est impossible de changer. Avant de me retourner vers M. Aruna pour avoir son regard, le temps est complètement parti. Ouais. Votre mot par rapport à la contribution de l'armée. En 6 secondes, vous concluez. Mais l'armée doit c'est comme nous le disons, l'armée béninoise a souvent été républicaine. Elle doit retrouver cet esprit. Merci beaucoup. Monsieur Aruna. Oui, effectivement, écoutez, moi, je dois donner un conseil. Je vais donner un conseil en général aux pays africains et dans le Bénin. C'est-à-dire que de ne pas regarder la situation qui se passe aux États-Unis et penser que c'est la porte au désordre chez nous. Parce que moi, j'ai parlé à quelques membres de l'équipe de Biden, et ce qui ressort des conversations que j'ai eues avec lui, et il me disait, Monsieur Aruna, on comprend maintenant votre douleur, parce qu'on vient de la vivre. Et ce qui va se passer, les États-Unis vont être beaucoup plus regardants sur ce qu'on appelle la démocratie pays du monde. Ça, c'est important qu'on le sache, que ce ne soit pas qu'un élément pour dire, OK, écoutez, c'est bon, vous faites la même chose chez vous, on peut faire la même chose chez nous. Votre conclusion? Répondre rapidement, s'il vous plaît, pour répondre rapidement à cette histoire de l'armée. L'armée doit être républicaine. Elle ne peut pas s'ingérer normalement dans les affaires politiques tant qu'il n'y a pas un dérapage. Et quand il y a un dérapage, l'armée doit venir soutenir le peuple. Merci à vous, Monsieur Aruna, pour votre contribution. Merci également à vous, Monsieur Paul-Marie Wissou, chers téléspectateurs, ce sera tout. Je vous fausse compagnie plutôt sur ce proverbe chinois pour pouvoir
contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. Bonne méditation chez vous. À très bientôt.